L'augmentation diminue. Sur le pas de tir. Une montre en liquide métal. Snap licencie. Abonnement Xcode Cloud, ils sont là. Mercredi 31 août 2022, J-7 avant la keynote. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 225. Bonjour à tous. La gamme iPhone 14 coûtera plus cher que la précédente, c'est maintenant quasiment acquis. En revanche, à maintenant donc 7 jours de cette keynote, l'augmentation attendue serait moins douloureuse que prévu. Ming Chi Kuo avance plus 15%, mais l'iPhone de base, par exemple, l'iPhone 14, resterait au même prix, soit $799 aux États-Unis, alors qu'il pourrait bénéficier, comme les autres modèles, de 6 Go de RAM au lieu de 4 et de 256 Go de stockage au lieu des 128 qui seraient abandonnés. L'iPhone 14 Max avec son grand écran de 6,7 pouces coûterait $100 de plus, soit $899. Et pour l'iPhone 14 Pro, avec toutes les nouvelles fonctions supplémentaires, il faudrait débourser $1099 au minimum et encore $100 de plus pour l'iPhone 14 Pro Max, soit $1199. De son côté, TrendForce joue la carte de la modération sur ses prix et abaisse toutes ses estimations de $50. Alors comment tu le sens, François, à une semaine maintenant de cette keynote ? Je t'avoue que finalement, un des plus grands mystères, c'est peut-être bien effectivement le prix de ces nouveaux iPhones, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'infos sur tous les composants, sur ce qu'on va avoir de nouveau. Moi, j'ai juste une petite réflexion qui vaudra ce qu'elle vaudra, mais je la dis quand même. Quoi qu'il en soit, le ticket d'entrée, il va augmenter, parce qu'il n'y a plus d'iPhone mini. Donc du coup, l'iPhone le moins cher, il restera quand même à un prix qui sera plus cher que l'iPhone d'entrée de gamme jusqu'à maintenant. Donc quoi qu'il en soit, ça vous coûtera plus cher pour avoir le dernier iPhone. Maintenant, on sait, l'iPhone mini était quand même un téléphone qui était très peu vendu, donc c'est pour ça qu'Apple l'arrête. Je trouve ça dommage parce que ça reste un joli téléphone, mais bon, c'est comme ça. Il y a des produits, on parlait du HomePod dans iWeek, c'est un peu le même principe en fait. C'est du métal que tout le monde dit c'est super, c'est très bien, mais personne ne l'achète. Donc voilà, tant pis, rip l'iPhone mini. Mais sur le tarif des iPhone Pro, j'espère qu'Apple va se contenir au niveau de l'augmentation. Il y aura une vraie distinction entre les gammes, ça c'est une évidence. Maintenant, la distinction sera peut-être aussi au niveau du prix. Maintenant, c'est sûr que si l'iPhone 14 Pro d'entrée de gamme est à $1,100, ça fera quand même un joli petit paquet, sachant qu'une fois de plus, c'est les prix aux États-Unis. Donc en Europe, on rajoute la TVA. On sait qu'Apple a quand même fait augmenter un peu ses tarifs dans certains pays d'Europe. Donc ça voudrait dire qu'on aurait peut-être un iPhone 14 Pro à 1300 € peut-être, 1400. Et ça commence à représenter un investissement certain. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se détourneront du modèle Pro pour se rediriger vers le modèle standard, parce que voilà, ça restera un produit de luxe. Go for Launch, paré pour le lancement, c'est une référence claire à l'espace et à un lancement de fusée ou de satellite qu'Apple utilise dans sa communication sur les réseaux sociaux, dont Twitter, pour faire monter la température avant la keynote du 7 septembre. Un détail qui renforce un peu plus l'idée que les prochains iPhone 14 ou 14 Pro, devraient pouvoir se connecter à une constellation de satellites, François, pour envoyer des messages d'urgence en cas de besoin. Oui, on sent que voilà, la marque à la pomme insiste énormément là-dessus. En plus, tu pourrais aussi avoir un petit clin d'œil à la NASA qui essaye tant bien que mal d'envoyer une nouvelle fusée vers la Lune, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas abouti. Maintenant, moi, je trouverais ça très dommage que cette nouvelle fonctionnalité soit réservée uniquement au modèle Pro. On prend un modèle professionnel pour avoir un meilleur capteur, etc. Moi, je prends pas un modèle professionnel pour ça. Pour moi, ça reste du secours. Ça reste quelque chose qui devrait être généralisé à tous les iPhones. Parce que c'est plus quelque chose de... Voilà, en cas de gros problème, si vous n'avez pas de réseau, au moins vous pouvez lancer un SOS. Et je trouverais ça hyper dommage qu'Apple fasse la distinction entre les modèles normaux et les modèles professionnels uniquement là-dessus. Moi, je préférerais qu'Apple l'installe pour tout le monde, quoi. Et qu'on se dise « Oh, je vais mourir, si j'avais su, j'aurais pris un Pro ». C'est exactement ça mon raisonnement. Et si l'Apple Watch Pro ne mesurait pas 47 mm mais carrément 50 mm, et si le matériau utilisé n'était pas le titane mais le liquid metal qui est 2,5 fois plus résistant que le titane, déjà beaucoup plus résistant que l'aluminium ou l'acier, ce sont les dernières hypothèses. Rappelons que le liquid metal est incarné par les éjecteurs de carte SIM fournis par Apple avec les iPhones depuis l'iPhone 3G, sorte de trombone super design et quasi impossible à courber ou à plier. Alors Apple a acheté un droit d'utilisation exclusif, tout comme Swatch d'ailleurs, pour certaines pièces de ses montres, mais côté Apple,
François, on attend toujours un produit commercial en liquide métal. Est-ce que tu crois que ça pourrait être cette Apple Watch Pro qu'on attend pour la semaine prochaine ? Quand j'ai refait un peu le tour des vieilles news là-dessus, on est quand même au tout début des années 2010, on est en 2010 même pour être précis. Finalement, ça fait 12 ans qu'on sait qu'Apple a passé un partenariat à préempter cette technologie-là, et pour l'instant, ça n'a servi qu'au petit éjecteur de carte SIM. Donc finalement, est-ce que enfin on va avoir un vrai usage récurrent du liquide métal, parce qu'au final, l'éjecteur de carte SIM, tu t'en sers quand tu changes d'opérateur ou quand tu changes d'iPhone, mais autrement, ça sert pas. Donc c'est quand même une super technologie qui, pour l'instant, sert quasiment à rien. Parce qu'au final, moi, ça m'arrive régulièrement de pas retrouver le petit ustensile et du coup de prendre un trombone, et le trombone fait très bien le job aussi. Je sais pas pour toi. Mais voilà, ça me laisse un peu perplexe, et ce serait bien qu'enfin le liquide métal serve à quelque chose. Moi, cette Apple Watch, je pense qu'elle va presque me faire plus envie que les iPhone 14, parce que j'utilise beaucoup mon Apple Watch pour le sport et ainsi de suite. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'élément que je mets le matin en me levant. Je prends mon iPhone sur mon socle de recharge et je mets mon Apple Watch, mais je mets d'abord mon Apple Watch d'ailleurs. Donc je suis curieux de voir ce qu'Apple nous réserve, mais ce serait une vraie plus-value. Par contre, le tarif risque sans doute de piquer aussi. Snap, l'entreprise qui possède Snapchat, va se séparer de 20% de ses effectifs, soit 1 millier de salariés sur un total de 6400. En cause, la transparence de suivi des apps instaurée par Apple. Elle lui a coûté très cher et les résultats en baisse, plus le contexte général, ont fait perdre 80% à l'action Snap depuis le début de l'année. François, l'arrivée d'Apple sur le marché de la réalité mixte ou augmentée pourrait encore augmenter les difficultés de Snap, qui compte quand même 347 millions d'utilisateurs, soit plus que Twitter aujourd'hui. Oui, je t'avoue que Snapchat, je sais pas depuis combien d'années je l'ai pas lancé, donc je suis pas le public cible, clairement. Maintenant, on voit que cette histoire de transparence du suivi des apps a vraiment fait mal à plein de monde. On l'a entendu avec Facebook, on l'a entendu avec Snapchat. Maintenant, on verra peut-être que finalement, du côté de Snapchat, on arrivera à porter quelque chose, une application sur le casque, s'il existe vraiment un jour et s'il sort. Maintenant, c'est pas un service que j'utilise très très régulièrement. Donc si demain tu m'annonçais la fermeture de Snapchat, ça me ferait pas trop mal au cœur. Par contre, ce qui me ferait mal au cœur, c'est de voir tous ces salariés licenciés, parce que c'est quand même une boîte qui embauchait, 6400 personnes, c'est quand même pas un petit chiffre. Donc c'est plus de ce côté-là. Je comprends le fait qu'Apple se mette énormément en avant du côté de protection des données, etc. Mais c'est vrai, quand on voit les conséquences que ça a sur tous les géants de la tech, dont le business plan en fait reposait sur ces éléments-là, ça fait un peu mal quand même pour tous ces gens qui se retrouvent à la porte. Et puis, presque 15 mois après la première présentation, les abonnements Xcode Cloud sont désormais disponibles pour les développeurs. Alors rappelons qu'il s'agit de puissance de calcul dans le nuage proposée par Apple pour la compilation notamment du code des applis en cours de développement. Jusqu'à maintenant, l'accès était limité à 25 heures par mois. Il est d'ailleurs gratuit dans cette limite jusqu'en décembre 2023. Et pour des besoins supérieurs, les développeurs peuvent désormais prendre des abonnements pour 100, 250 ou 1000 heures par mois. Les prix, $49,99, $99,99 et $399,99 par mois. Est-ce que tu crois, François, que ça peut changer le quotidien des développeurs ? Bah oui, pour tous les pauvres petits développeurs qui n'ont pas les moyens de se payer un Mac Studio avec un processeur M1 Ultra. Non, plus sérieusement, c'est intéressant. On sent vraiment, c'est une technologie qui est en train de se développer énormément. On l'a vu du côté des jeux vidéo avec Shadow, avec ce principe de console déportée dans le nuage. Je pense que dans les années à venir, ça va énormément se développer. Et puis j'ai envie de dire, même d'un point de vue écologique, finalement, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser ce genre de service ? On sait qu'Apple met énormément le paquet sur le côté énergie renouvelable, avec les fermes de serveurs, avec des cellules photovoltaïques dessus, etc. Donc finalement, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser les services d'Apple pour les calculs de données comme ça, que d'utiliser son ordinateur chez soi qui peut consommer beaucoup, et ainsi de suite. Je pense que ça va énormément évoluer, et puis je pense aussi aux développeurs, ça leur évitera sans doute aussi de devoir acheter des machines très puissantes. Là, quand tu vois les chiffres, $50 pour 100 heures, c'est quand même accessible, je trouve. La quotidienne iWeek revient demain et à dans quelques heures pour la rentrée d'iWeek, la semaine Apple, sur toutes les principales plateformes de podcast.